Dans la lumière tamisée de la cabine première classe du vol Étoile d'Azur 142 en direction de Nice, un murmure d'indignation brisa soudain le silence feutré. Un homme d'affaires en costume impeccable, Philippe Laurent, venait de se pencher vers une hôtesse de l'air, son ton sec et autoritaire résonnant comme une fausse note dans l'élégance de l'environnement. Ces enfants, là-bas, ils dérangent tout le monde. Ils n'ont rien à faire en première classe. Pouvez-vous les déplacer? Lança-t-il, pointant du doigt une famille noire installée quelques rangées devant lui. Ce qu'il ignorait, c'était que Julien Dubois, le PDG d'Étoile d'Azur, observait la scène depuis un siège discret à l'arrière de la cabine, son regard acéré perçant l'arrogance de l'homme. Ses enfants, qu'il qualifiait de « perturbateurs », étaient la nièce et les neveux de Julien, accompagnés de leur mère, Amélie, la sœur aînée du PDG. La tension monta d'un cran lorsque Philippe insista, sa voix teintée de mépris. « Je paye une fortune pour cette tranquillité. Ce ne sont pas des gens comme eux qui devraient être ici. » Julien sentit une colère ancienne, profondément enfouie, remonter en lui, un mélange de souvenirs d'humiliation passée et de la responsabilité qu'il portait en tant que dirigeant d'une compagnie aérienne fondée sur l'égalité et la dignité. Ce moment, il le savait, allait tout changer. Que ferait un homme dans sa position? Laisser passer l'incident pour préserver les affaires, ou affronter l'injustice, au risque de tout perdre? La réponse de Julien, dans les minutes qui suivraient, allait non seulement secouer la cabine, mais aussi faire trembler les fondations de son empire. Julien Dubois, 43 ans, traversait le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle avec une assurance tranquille, son attaché-case en cuir à la main. Son costume bleu marine taillé sur mesure et l'épingle discrète d'Étoile d'Azur épinglée à son revers étaient les seuls indices de son statut. Les employés de l'aéroport, reconnaissant le PDG de la compagnie aérienne en pleine ascension, lui adressaient des saluts respectueux. 20 ans plus tôt, personne n'aurait parié sur ce jeune homme noir, originaire d'un quartier modeste de Seine-Saint-Denis, pour diriger une entreprise de cette envergure. Né à Clichy-sous-Bois, Julien avait grandi dans un monde où les voyages en avion, surtout en première classe, semblaient réservés à une élite lointaine. Pourtant, à force de travail acharné et d'une vision claire, il avait bâti Étoile d'Azur, une compagnie qui promettait non seulement des vols de qualité, mais aussi une expérience où chaque passager, quelle que soit son origine, se sentirait respecté. Ce jour-là, Julien n'était pas seulement un PDG en route pour un rendez-vous d'affaires. Il avait prévu une surprise. Rejoindre sa sœur Amélie et ses 3 enfants, Camille, Lucas et Inès, pour un voyage à Nice, leur première escapade ensemble depuis des années. « Monsieur Dubois, votre famille a déjà passé les contrôles. Il devrait embarquer dans une trentaine de minutes, » lui annonça Clairette, la responsable du service VIP, en l'escortant à travers les files prioritaires. « Merci Clairette. Puis-je les surprendre à la porte d'embarquement ?» demanda Julien, un sourire complice aux lèvres. « Bien sûr, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » Julien s'installa dans le salon privé de l'aéroport, un espace élégant aux fauteuils de cuir et aux grandes baies vitrées donnant sur le tarmac. Il sortit son téléphone et fit défiler des photos de famille. Il y avait Amélie, radieuse, lors de la soirée de lancement d'Étoile d'Azur, il y a 7 ans. À l'époque, son mari Étienne était encore en vie, avant l'accident de voiture qui avait laissé Amélie seule avec 3 enfants. Julien avait soutenu financièrement sa sœur, mais il savait que l'argent ne remplaçait pas le temps passé ensemble. Ce voyage à Nice était une promesse, un moment pour renouer avec ceux qui comptaient le plus. Pendant ce temps, à l'autre bout du terminal, Amélie Dubois guidait ses enfants à travers la foule animée. Camille, 14 ans, traînait sa valise à roulettes avec une nonchalance adolescente, tandis que Lucas, 10 ans, ajustait ses lunettes en observant chaque détail de l'aéroport avec émerveillement. Inès, 7 ans, serrait son sac à dos en forme de licorne contre elle, sautillant d'excitation. « Souvenez-vous, les enfants, votre oncle Julien nous a offert des billets spéciaux. On doit se tenir à carreau, d'accord ?» rappela Amélie, redressant le col de Camille. « Maman, je sais comment me comporter, je ne suis plus un bébé, » protesta l'adolescent, roulant des yeux. « Moi non plus, » ajouta Inès, bombant le torse. Amélie sourit,
touchée par l'enthousiasme de ses enfants. En tant que mère célibataire et infirmière à l'hôpital Cochin, elle n'aurait jamais pu offrir à sa famille un voyage en première classe. Mais Julien avait insisté. La famille Dubois voyage en première classe sur Étoile d'Azur, point final. Arrivé à la porte d'embarquement A17, l'agent scanna leur billet et haussa légèrement les sourcils. Vous êtes en cabine platine, première classe. Vous embarquerez en priorité. Voulez-vous attendre dans notre salon exclusif? Amélie acquiesça, guidant ses enfants dans un espace luxueux où des canapés moelleux et des snacks gratuits les attendaient. Camille se précipita vers le buffet, empilant des macarons sur une assiette, tandis que Lucas s'extasiait devant les immenses fenêtres donnant sur l'avion, peintes aux couleurs bleues et argent d'étoiles d'azur. La devise de la compagnie, Ensemble vers les étoiles, était inscrite sur le fuselage, un clin d'œil à la vision de Julien. Faire décoller non seulement des avions, mais aussi les aspirations de sa communauté. Inès, fascinée, pointa l'avion. « Maman, c'est notre avion. » Pendant ce temps, Philippe Laurent, un homme d'affaires de 55 ans, traversait le terminal à grandes enjambées, son téléphone collé à l'oreille. Propriétaire de Laurent Immobilier, une des plus grandes firmes de développement d'immobilier du sud de la France, il exsudait l'assurance de ceux habitués à être obéis. « Dites à Dupont que je ne signerai pas si cette clause sur les logements sociaux reste dans le contrat, » aboya-t-il, vérifiant sa montre Cartier d'un air impatient. « Je me fiche de ce que dit la mairie, c'est pour ça qu'on finance leur campagne, non? » Il raccrocha sans attendre de réponse, pressé d'embarquer pour Nice, où un projet immobilier majeur l'attendait. Philippe, avec ses cheveux poivre, aisselles soigneusement coiffées et ses mocassins italiens rutilants, n'était jamais en retard, sauf lorsqu'il choisissait de l'être. La cabine première classe d'Étoile d'Azur était l'œuvre personnelle de Julien. Il avait supervisé chaque détail, siège large transformable en lit plat, écran de confidentialité, éclairage personnalisé et un bouton d'appel pour un service sur mesure. Avec seulement 16 passagers, l'expérience était pensée pour être intime et irréprochable. Sophie Garnier, hôtesse de l'air principal, adorait travailler dans cette cabine. Après 10 ans dans l'aviation, elle avait connu les caprices des passagers et les pressions des compagnies moins scrupuleuses. Étoile d'Azur, avec sa politique stricte de tolérance zéro envers les comportements abusifs, était une bouffée d'air frais. « Bienvenue à bord », dit-elle en accueillant Amélie et ses enfants, les installant au siège 2A à 2D. Lucas et Inès collèrent de leur nez au hublot, émerveillés, tandis que Camille, jouant les blasés, testa le mécanisme du siège inclinable. « Wow, maman, ces écrans sont plus grands que notre télé !» s'exclama Lucas, vite rappelé à l'ordre par sa mère. « Voix douce, mon chéri. » D'autres passagers embarquèrent, parmi lesquels Claire Moreau, une journaliste d'investigation pour Le Monde, installée en 3B. Discrète, un carnet à la main, elle observait la cabine avec une curiosité professionnelle. Philippe Laurent fut le dernier à monter à bord, son visage s'assombrissant lorsqu'il aperçut la famille d'Amélie. Son siège, 3A, était juste derrière eux. Il rangea son attaché-case avec un air de dédain, évitant ostensiblement le regard d'Amélie. Julien, qui avait embarqué discrètement pour surprendre sa famille, s'était assis en 5C. Il remarqua immédiatement l'attitude de Philippe, qui soupirait bruyamment chaque fois que les enfants parlaient. Ce comportement réveillait en Julien un souvenir douloureux. À 12 ans, dans une piscine municipale de Clichy, il avait été expulsé par un surveillant qui avait décrété que seuls les résidents pouvaient nager, malgré l'autorisation d'un voisin. Les regards curieux des autres enfants l'avaient marqué à vie. Lorsque l'embarquement toucha à sa fin, Sophie offrit des boissons avant le décollage. Champagne, jus d'orange, eau, servie dans des verres en cristal, une touche distinctive d'Étoile d'Azur. Philippe prit un champagne, qu'il sirota en consultant ses emails, mais son irritation grandissait. « Maman, je peux jouer à mon jeu ?» demanda Camille, sortant sa tablette. « Oui, mais avec des écouteurs », répondit Amélie, attachant la ceinture d'Inès. Philippe se racla la gorge bruyamment. « Excusez-moi », lança-t-il à Sophie qui passait dans l'allée. « J'ai une réunion importante à Nice. Y a-t-il un moyen de contrôler le bruit ici ?» Ses yeux se posèrent sur les enfants d'Amélie, implicites mais éloquents. Sophie, toujours professionnelle, répondit
Tous les passagers doivent utiliser des écouteurs pour leurs appareils, monsieur, et nos cabines sont conçues pour minimiser les nuisances sonores. Ce n'est pas ce que je veux dire, rétorqua Philippe, baissant la voix, mais pas assez. Ces sièges coûtent cher pour une raison. Les professionnels ont besoin de calme. Il doit y avoir une règle sur l'âge minimum en première classe, non? Amélie, entendant ces mots, se raidit, murmurant à ses enfants de parler plus bas. Lucas baissa les épaules, sentant la tension. Julien, depuis son siège, observait la scène, son poing serré sur l'accoudoir. Il connaissait ce schéma par cœur, l'obligation pour les Noirs de se faire petits dans des espaces perçus comme réservés aux Blancs. Il hésitait encore à intervenir, pesant le pour et le contre, une prudence apprise après des années à naviguer dans des cercles majoritairement blancs. Claire Moreau, la journaliste, leva les yeux de son carnet. « Ces enfants me semblent très bien élevés », dit-elle calmement mais fermement. « J'ai vu des adultes bien plus perturbateurs sur d'autres vols. » Philippe la foudroya du regard. « Avec tout le respect, madame, j'ai 30 ans d'expérience en première classe. Les standards ont clairement baissé. » Claire haussa un sourcil. Ou peut-être qu'ils se sont améliorés en devenant plus inclusifs. Philippe marmonna quelque chose sur le politiquement correct et vida son verre, en réclamant un autre. Alors que l'avion se préparait au décollage, Lucas se tourna vers sa mère, chuchotant. « Maman, pourquoi cet homme est fâché contre nous ?» Amélie caressa les cheveux de son fils. « Il n'est pas fâché contre nous, mon cœur. Certaines personnes ont juste une mauvaise journée. » Mais Camille, plus âgée, retira un écouteur. « C'est parce qu'on est noir, pas vrai ?» demanda-t-il, la voix basse mais assurée. Amélie hésita, partagée entre protéger son fils et lui enseigner la réalité. « Certaines personnes jugent sur l'apparence, » admit-elle. « Mais c'est leur problème, pas le nôtre. » Camille hocha la tête, son regard trahissant une maturité précoce. Philippe, de plus en plus agité, rappela Sophie. « Écoutez, je comprends que tout le monde peut acheter un billet, mais il doit y avoir une option pour les déplacer en classe affaires, non? Je suis prête à payer la différence. » Sophie, son sourire professionnel vacillant légèrement, répondit. « Monsieur, ces passagers ont acheté des billets première classe, tout comme vous. Il n'y a aucune raison de les déplacer. » Philippe insista. « Je doute qu'ils aient payé le prix fort. C'est une sorte de programme de diversité, n'est-ce pas? Une mise à niveau gratuite? » Claire, qui écoutait attentivement, sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer, sentant que la situation prenait une tournure significative. Julien, n'y tenant plus, déboucla sa ceinture et se leva. La voix du commandant annonça la préparation au décollage, mais Philippe pressa à nouveau le bouton d'appel. « Monsieur, je dois m'asseoir pour le décollage, » expliqua Sophie. « Ça ne prendra qu'une seconde, » insista Philippe. « Je veux parler au responsable, c'est inacceptable. » Claire intervint à nouveau. « L'hôtesse vous a demandé de la laisser faire son travail, c'est une question de sécurité. » Philippe, irrité, rétorqua. « Avec tout le respect, ceci ne vous concerne pas. Je suis membre platine avec des millions de miles et j'ai droit à un meilleur service. » Julien s'avança dans l'allée, son costume impeccablement ajusté, lui conférant une autorité naturelle. Sophie le reconnut immédiatement. « Monsieur Dubois, » dit-elle soulagée. Philippe se tourna, surpris par le ton respectueux de l'hôtesse. « Y a-t-il un problème, mademoiselle Garnier ?» demanda Julien, sa voix calme mais ferme. Avant que Sophie ne puisse répondre, Philippe intervint. « Oui, il y a un problème. J'essaye d'expliquer que j'ai besoin de calme pour travailler, et ses enfants. » Julien acheva pour lui. « Et vous pensez qu'ils sont trop bruyants et qu'ils n'ont pas leur place ici. » Philippe, sûr de lui, confirma. « Exactement, ce n'est pas leur environnement. Probablement une erreur de surclassement. » Julien resta impassible, mais une lueur de colère traversa son regard. « Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils n'ont pas leur place ?» Philippe, sentant l'attention des autres passagers, hésita. « Écoutez, ce n'est pas personnel. La première classe a des standards. » Julien répéta. « Des standards? Lesquels précisément ?» La question, posée avec une simplicité désarmante, coinça Philippe. Il bafouilla. « Des adultes professionnels, qui savent se tenir, pas des éléments perturbateurs. » Julien haussa un sourcil. «
Perturbateur. Ces enfants lisent et utilisent des écouteurs. Le seul désordre que je vois vient de vous, monsieur. Philippe, rouge de colère, lança. Et vous, qui êtes-vous pour me parler ainsi? Julien tendit la main. Julien Dubois, PDG d'Étoile d'Azur. Et ces enfants perturbateurs dont vous parlez? C'est ma famille. Un silence glacial envahit la cabine. Philippe, déstabilisé, tenta de reprendre contenance. « Vous êtes le PDG? Vraiment ?» Sophie confirma. « C'est bien Monsieur Dubois, notre fondateur. » Philippe, recalculant rapidement, changea de ton. « Eh bien, vous auriez dû vous présenter plus tôt. » Julien, imperturbable, demanda « Pourquoi? Cela aurait-il changé la manière dont vous avez parlé de ces enfants ?» Les autres passagers, captivés, observaient la scène. Certains détournaient le regard, gênés. D'autres, comme Claire, prenaient des notes mentales, son enregistrement toujours en cours. Amélie, tournée vers son frère, murmura « Julien, ce n'est pas grave, on ne veut pas causer de problème. » Julien répondit doucement « Vous ne causez aucun problème, Amélie. Vous avez le droit d'être ici. » Philippe, mal à l'aise, tenta de se justifier. « Si ce sont vos proches, évidemment, ils sont bienvenus. » Mais l'acceptation conditionnelle, uniquement parce qu'ils étaient liés au PDG, ne passa pas inaperçue. Claire, n'y tenant plus, intervint. « Donc, des enfants noirs ne sont bienvenus en première classe que s'ils sont liés au PDG? C'est votre position, monsieur Laurent? » Philippe, acculé, bafouilla. « Je n'ai jamais parlé de race. Vous cherchez toujours à tout ramener à ça. » Julien, toujours calme, répondit. Quand vous suggérez que ma famille a été surclassée par un programme de diversité plutôt que d'avoir payé leurs billets, qu'entendiez-vous exactement? Un murmure choqué parcourut la cabine. Une passagère âgée, en 4B, chuchota. « Mon Dieu !» Julien, sentant la tension monter, ajouta. « Monsieur Laurent, j'ai conçu cette cabine pour être inclusive, pour tous ceux qui achètent un billet. Si vous ne pouvez pas respecter cela, peut-être qu'une autre compagnie vous conviendrait mieux. » Philippe, furieux, rétorqua. « C'est scandaleux. Je veux parler à votre supérieur. » Julien sourit légèrement. « Vous parlez déjà au plus haut responsable. » À cet instant, le commandant annonça. « Équipage, préparez-vous pour le décollage. » Sophie s'excusa pour rejoindre son siège, laissant Julien et Philippe dans un face-à-face tendu. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Julien reçut un message de son directeur financier, Pierre Martin. « Julien, Laurent Immobilier menace de se retirer du projet de terminal à Nice. Il parle d'un incident sur le vol. Que se passe-t-il? » Julien ferma les yeux un instant, pesant le coût de son intervention. Le projet de terminal à Nice, un investissement de 60 millions d'euros, était crucial pour l'expansion d'Étoile d'Azur sur la Côte d'Azur. Mais en regardant sa sœur et ses enfants, Julien sut que certaines batailles valaient plus que des contrats. Ce n'était pas seulement une question de business, c'était une question de dignité. L'avion d'Étoile d'Azur 142 venait à peine d'atterrir à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur que l'atmosphère dans la cabine première classe restait électrique, comme si la tension accumulée pendant le vol s'était transformée en une onde de choc prête à exploser. Julien Dubois, PDG de la compagnie, escortait sa sœur Amélie et ses 3 enfants, Camille, Lucas et Inès, vers la sortie, tandis que les regards des autres passagers suivaient leurs moindres mouvements. Philippe Laurent, l'homme d'affaires qui avait déclenché l'incident en remettant en question la présence de la famille d'Amélie en première classe, descendait de l'avion sous escorte de la sécurité aéroportuaire, son visage crispé de colère contenue. Dehors, les flashs des caméras et les micros tendus des journalistes attendaient déjà, alertés par les publications virales sur les réseaux sociaux. Le hashtag #voleur avec dignité, lancé par un passager anonyme, s'était propagé comme une traînée de poudre, transformant une querelle en cabine en un scandale national. Julien, conscient que chaque mot qu'il prononcerait désormais serait scruté, prit une profonde inspiration. Ce n'était plus seulement une question de défendre sa famille. C'était une épreuve pour l'avenir d'Étoile d'Azur, sa vision et les valeurs sur lesquelles il avait bâti sa compagnie. Mais alors que les portes de l'avion s'ouvraient sur un monde en ébullition, une question pesait lourd. Jusqu'où Philippe Laurent irait-il pour se venger,
Et quel prix Julien devrait-il payer pour avoir tenu tête à l'injustice? Dans le terminal, l'agitation était palpable. Les écrans des smartphones des passagers affichaient des clips de la confrontation, certains filmés à la dérobée par des témoins dans la cabine. Claire Moreau, la journaliste de Le Monde qui avait discrètement enregistré l'échange entre Philippe et Julien, tapait déjà des notes sur son téléphone, son instinct de reporter en alerte. Elle savait que cette histoire allait au-delà d'un simple incident aérien. Elle touchait au cœur des tensions sociales françaises, où les questions de race, de classe et de privilèges restaient des sujets brûlants. Sophie Garnier, l'hôtesse de l'air qui avait géré la situation avec un professionnalisme exemplaire, accompagnait Julien et sa famille vers la zone VIP de l'aéroport, où une équipe de communication d'Étoile d'Azur, dirigée par Élise Fournier, les attendait pour limiter les dégâts. « Monsieur Dubois, les médias sont dehors, et ils ne partiront pas sans une déclaration », avertit Élise, son ton urgent mais posé. Julien hocha la tête, jetant un regard rassurant à Amélie, qui tenait la main d'Inès, encore secouée par les événements. « Je vais m'en occuper, Élise, mais d'abord, je veux m'assurer que ma famille est en sécurité. » Dans la salle VIP, loin des regards indiscrets, Julien s'assit avec Amélie et les enfants. Camille, l'aînée, fixait son téléphone, où des notifications ne cessaient d'arriver. « Oncle Julien, regarde, il parle de nous sur Twitter », dit-il, montrant un écran où le hashtag « car voleur avec dignité » dominait les tendances. Lucas, curieux, se pencha pour voir. « C'est quoi un hashtag ?» demanda-t-il. Amélie, épuisée mais vigilante, posa une main sur l'épaule de son fils. « Ça suffit, Camille. Éteins ça pour l'instant. » That's all. Julien, voyant l'inquiétude dans les yeux de sa sœur, intervint doucement. « Ne t'en fais pas, Amélie. On va gérer ça ensemble. » Mais au fond, il savait que la tempête ne faisait que commencer. Son téléphone vibra. Un message de Pierre Martin, son directeur financier. « Julien, Laurent Immobilier a publié un communiqué. Il menace de rompre le contrat du terminal de Nice. Notre cours de bourse chute de 8%. Appelle-moi ASAP. » Julien sentit son estomac se nouer. Le projet de terminal à Nice, un investissement de 60 millions d'euros, était la clé de l'expansion d'Étoile d'Azur sur la Méditerranée. Perdre ce partenariat serait un coup dur, non seulement pour les finances, mais pour les 800 emplois prévus. Pendant ce temps, Philippe Laurent, flanqué de son avocat, donnait une conférence de presse improvisée dans le hall de l'aéroport. Entouré de micros et de caméras, il jouait la carte de la victime outragée. « J'ai été traité comme un criminel par Étoile d'Azur pour avoir simplement demandé un environnement calme en première classe », déclara-t-il, sa voix soigneusement modulée pour inspirer la sympathie. Le PDG, Julien Dubois, a choisi de transformer une plainte légitime en une accusation de racisme, uniquement parce que les passagers en question étaient noirs. C'est une injustice criante, et je ne resterai pas silencieux. Il omit, bien sûr, de mentionner ses propres mots, les insinuations sur les surclassements gratuits et les gens comme eux, qui avaient déclenché la confrontation. Claire Moreau, présente dans la foule des journalistes, fronça les sourcils. Elle avait déjà envoyé son enregistrement à son rédacteur en chef, qui préparait un article explosif pour l'édition du lendemain. « Monsieur Laurent, plusieurs témoins affirment que vous avez utilisé un langage discriminatoire. Comment répondez-vous » demanda un reporter de France 24. Philippe balaya la question d'un geste dédaigneux. Dans le climat actuel, toute critique est immédiatement qualifiée de raciste. C'est une tactique pour faire taire le débat. À l'intérieur du salon VIP, Julien et son équipe visionnaient la conférence de presse sur un écran plat. Élise Fournier, la responsable communication, secouait la tête. Il est en train de réécrire l'histoire. Si on ne répond pas rapidement, son récit risque de s'imposer. Pierre Martin, toujours pragmatique, intervint. « Julien, je comprends que tu veuilles défendre ta famille, mais ce type a des connexions. Laurent Immobilier finance 35% du terminal. Et il siège au comité d'expansion de l'aéroport de Nice. S'il pousse, il peut bloquer notre projet. » Julien, les mâchoires serrées,
pesa ses options. Il avait bâti Étoile d'Azur sur un principe fondamental, la dignité pour tous, sans distinction. Compromettre cela, même pour sauver un contrat, reviendrait à trahir tout ce pour quoi il s'était battu. Mais les visages de ses employés, ceux des pilotes, des agents au sol, des hôtesses comme Sophie, lui rappelaient qu'il portait aussi la responsabilité de leurs moyens de subsistance. Sophie Garnier, qui avait rejoint l'équipe dans la salle, prit la parole. « Monsieur Dubois, je voulais vous dire, l'équipage entier du vol 142 vous soutient. Ce que vous avez fait, en tenant tête à cet homme, ça compte pour nous. On a tous vécu des situations où des passagers nous traitent comme si on n'avait pas notre place, à cause de notre accent, de notre peau, ou juste parce qu'on est en uniforme. Vous avez montré qu'on peut dire stop. » Julien, touché, hocha la tête. « Merci Sophie. Ça signifie beaucoup. » À cet instant, Claire Moreau entra dans le salon, escortée par un agent de sécurité. « Monsieur Dubois, je suis Claire Moreau, journaliste à Le Monde. J'étais sur le vol et j'ai enregistré la conversation avec Monsieur Laurent. Je voulais vous prévenir avant que l'article ne paraisse demain. » Julien haussa un sourcil. « Vous avez tout enregistré ?» Claire acquiesça. Chaque mot, y compris quand il a insinué que votre famille n'avait pas payé ses billets. Julien échangea un regard avec Élise. Cet enregistrement pouvait changer la donne, mais il savait aussi qu'il intensifierait le scandale. Dehors, la foule des journalistes grossissait et les réseaux sociaux s'enflammaient. Des clips de la confrontation, filmés par d'autres passagers, circulaient sur Twitter et Instagram, accompagnés de commentaires partagés. « Bravo à Étoile d'Azur pour avoir défendu une famille contre le racisme », écrivait un utilisateur. Un autre plus virulent postait « Encore une compagnie qui joue la carte du politiquement correct pour faire le buzz. » Camille, qui avait rallumé son téléphone malgré les recommandations de sa mère, montra un tweet à Julien. « Oncle Julien, regarde, ils disent que tu es un héros. Mais il y a aussi des trucs méchants. » Julien posa une main sur l'épaule de son neveu. « Ignore les commentaires négatifs, Camille. Les gens qui écrivent ça ne te connaissent pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on sait être vrai. » Dans l'heure qui suivit, Julien reçut un appel de Vanessa Leclerc, sa directrice des opérations, qui avait atterri à Nice pour gérer la crise. « Julien, le conseil d'administration est en panique. Le cours de l'action a chuté de 12% depuis ce matin et plusieurs partenaires menacent de revoir leur contrat. » Elle marqua une pause. « Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Les réservations augmentent. Les gens réservent des vols avec nous en citant « Vole avec dignité ». Julien, surpris, demanda « Tu veux dire que cette histoire nous fait gagner des clients ?» Vanessa confirma. « Surtout parmi les 25-45 ans, notre cœur de cible. Ils disent qu'ils veulent voler avec une compagnie qui a des valeurs. » Alors que Julien digérait cette information, un nouveau rebondissement survint. Claire Moreau reçut un appel de son rédacteur en chef. « Claire, une ancienne employée de Laurent Immobilier vient de nous contacter. Elle s'appelle Aïssa Traoré. Elle dit avoir été licenciée après avoir dénoncé des comportements racistes de Philippe Laurent. Elle est prête à parler publiquement. » Julien, qui écoutait, sentit une lueur d'espoir. Si Aïssa confirmait un schéma de comportement, cela pourrait discréditer Philippe et renforcer la position d'Étoile d'Azur. Mais il restait prudent. « Claire, je ne veux pas que ça devienne une chasse à l'homme. Ce n'est pas seulement à propos de Laurent. C'est à propos de ce qu'on représente. » Dans la cabine, pendant ce temps, Sophie et l'équipage avaient pris une décision audacieuse. « Monsieur Dubois, nous voulons faire une déclaration publique pour vous soutenir, » annonça-t-elle. « Nous sommes 6 à bord du vol 142 et nous avons tous vu ce qui s'est passé. Nous voulons que le monde sache que vous avez fait ce qu'il fallait. » Julien, ému, accepta. « D'accord, mais seulement si vous êtes sûr, ça pourrait vous exposer à des critiques. » Sophie sourit. « On est habitué à gérer des turbulences, monsieur. » À l'extérieur, Philippe Laurent poursuivait son offensive. Lors d'une deuxième conférence de presse, cette fois dans un hôtel de luxe à Nice, il annonça qu'il intentait un procès de 50 millions d'euros contre Étoile d'Azur pour diffamation et préjudice moral.
J'ai été humilié devant des passagers et traité de raciste sans preuve, déclara-t-il, entouré de son équipe juridique. Mais les journalistes, désormais informés de l'enregistrement de Claire, posaient des questions de plus en plus incisives. Monsieur Laurent, des témoins affirment que vous avez utilisé des termes comme ces gens et suggéré des surclassements liés à des programmes de diversité. Pouvez-vous clarifier? Philippe, visiblement mal à l'aise, répondit. Mes propos ont été sortis de leur contexte. J'ai une longue histoire de soutien à l'inclusion. Derrière lui, plusieurs employés de Laurent Immobilier, visiblement choisis pour leur diversité, se tenaient mal à l'aise, comme des figurants dans une mise en scène maladroite. Dans le salon VIP, Julien réunit son équipe pour élaborer une stratégie. Élise proposa 3 options. Minimiser l'incident avec une déclaration vague, contre-attaquer en publiant l'enregistrement de Claire, ou transformer la crise en opportunité en annonçant des initiatives contre la discrimination. Pierre, toujours focalisé sur les finances, plaidait pour la première option. Si on prolonge cette histoire, on risque de perdre des partenaires clés. Laurent a des relations dans tout le secteur immobilier. Vanessa, en revanche, soutenait l'idée de contre-attaquer. L'enregistrement est une preuve irréfutable. On peut clouer Laurent au pilori. Julien, après un moment de réflexion, trancha. On ne va pas seulement réagir, on va montrer qui nous sommes. Élise préparait une déclaration pour annoncer un programme anti-discrimination à l'échelle de la compagnie. Pas juste des mots, mais des actions concrètes. Formation renforcée, protocole clair, et un fonds pour des bourses destinées aux jeunes issus de milieux défavorisés dans l'aviation. Alors que l'équipe se mettait au travail, Julien reçut un message d'Aïssa Traoré, l'ancienne employée de Laurent Immobilier. « Monsieur Dubois, je vous ai vu sur le vol. Merci d'avoir tenu tête à Philippe Laurent. J'ai des documents prouvant qu'il a discriminé des employés noirs et maghrébins dans son entreprise. Je veux les partager. » Julien, bien que tenté, répondit prudemment. « Merci Aïssa. Je veux d'abord me concentrer sur les principes, pas sur une vendetta personnelle, mais votre témoignage pourrait aider à montrer que ce n'est pas un incident isolé. » Lorsque Julien sortit enfin du salon pour affronter les médias, il trouva Sophie et l'équipage du vol 142 alignés derrière lui, en uniforme, un symbole de solidarité. Claire Moreau se tenait à leur côté, son enregistrement prêt à être publié. Amélie, tenant la main d'Inès, murmura à son frère. « Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça pourrait tout changer pour toi. » Julien posa une main sur son épaule. « Ça a déjà tout changé, Amélie. Maintenant, il s'agit de savoir quel changement on veut laisser derrière nous. » Alors qu'il s'avançait vers les caméras, le hashtag #voleur avec dignité continuait de grimper, et l'enregistrement de Claire, désormais entre les mains de Le Monde, s'apprêtait à faire voler en éclats la défense de Philippe Laurent. Mais Julien savait que la bataille ne faisait que commencer, et que le prix de la dignité pourrait être plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Dans la salle d'audience solennelle de l'Assemblée nationale, à Paris, l'atmosphère était lourde d'attention. Les regards des députés, des journalistes et des représentants de l'industrie aéronautique convergeaient vers Julien Dubois, PDG d'Étoile d'Azur, qui se tenait derrière un pupitre prêt à témoigner. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation explosive à bord du vol 142, où Julien avait tenu tête à Philippe Laurent, un homme d'affaires influent qui avait dénigré sa famille en raison de leur couleur de peau. Ce qui avait commencé comme un incident isolé dans une cabine première classe s'était transformé en un débat national sur la discrimination dans les espaces publics, propulsé par le hashtag « voleur avec dignité ». Alors que les caméras de France Télévisions retransmettaient l'audience en direct, Julien ajusta son micro, conscient que ses paroles allaient résonner bien au-delà de cette salle. À ses côtés, dans les premiers rangs, sa sœur Amélie et ses 3 enfants, Camille, Lucas et Inès, l'observaient avec une fierté silencieuse. Mais un autre regard pesait sur lui, celui de Philippe Laurent, absent physiquement mais omniprésent dans les retombées de l'affaire. Alors que Julien s'apprêtait à parler, une question flottait dans l'air. Son combat pour la dignité changerait-il réellement les choses, ou le pouvoir et l'influence de Laurent finiraient-ils par l'emporter? Ce moment, Julien le savait, n'était pas seulement celui de son témoignage, mais celui d'un héritage qu'il laisserait à sa famille, à sa compagnie et peut-être à toute une industrie. Madame la Présidente, membres honorables de la Commission,
Merci de m'accueillir aujourd'hui, commença Julien, sa voix ferme mais empreinte d'une humilité qui reflétait ses racines. Ce qui s'est passé sur le vol 142 d'Étoile d'Azur n'était pas un incident exceptionnel. Ce qui l'a rendu unique, c'est qu'il a été documenté, observé et confronté directement, au lieu d'être ignoré ou minimisé. Chaque jour, en France et ailleurs, des personnes subissent des traitements similaires sans caméra pour les défendre, sans voix pour les soutenir. Pendant 1 heure, Julien raconta l'incident avec précision, sans jamais verser dans la dramatisation. Il décrivit les remarques de Philippe Laurent, ses insinuations sur les surclassements gratuits et son mépris implicite envers une famille noire en première classe. Mais il ne s'arrêta pas là. Il contextualisa l'événement dans une réalité plus large, les micro-agressions quotidiennes auxquelles font face les personnes de couleur dans les espaces d'élite, qu'il s'agisse d'un avion, d'un restaurant étoilé ou d'une salle de réunion. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un passager impoli, expliqua-t-il. C'est l'histoire d'un système qui permet à de tels comportements de persister, souvent sans conséquence. Dans les rangs de l'audience, Amélie serrait la main d'Inès, qui, à 7 ans, écoutait son oncle avec une admiration innocente. Camille, l'aînée, prenait des notes sur son téléphone, conscient que ce moment marquerait sa vie. Lucas, plus discret, observait les réactions des députés, captivé par l'idée que son oncle parlait devant une institution aussi prestigieuse. À leur côté, Sophie Garnier, l'hôtesse de l'air du vol 142, était présente avec d'autres membres d'équipage, désormais figure centrale d'un mouvement interne chez Étoile d'Azur pour promouvoir l'inclusion. Claire Moreau, la journaliste de Le Monde, était là aussi, son article basé sur l'enregistrement de la confrontation ayant fait basculer l'opinion publique en faveur de Julien. Une nouvelle figure se tenait parmi eux, André Lefebvre, professeur de droit à la Sorbonne et expert en discrimination, qui avait rejoint l'équipe de Julien pour conseiller sur les réformes juridiques potentielles. Sa présence renforçait la crédibilité du combat d'Étoile d'Azur, transformant une crise en une opportunité de changement structurel. Les mois suivants, l'incident avait été un tourbillon de défis et de victoires inattendues. Le procès intenté par Philippe Laurent, réclamant 50 millions d'euros pour diffamation et préjudice moral, s'était effondré sous le poids des preuves. L'enregistrement de Claire, corroboré par les témoignages de Sophie, d'autres membres d'équipage et de plusieurs passagers, avait révélé les propos discriminatoires de Laurent sans ambiguïté. Aïssa Traoré, l'ancienne employée de Laurent Immobilier, avait brisé son accord de confidentialité pour témoigner publiquement, dévoilant un schéma de discrimination raciale au sein de l'entreprise. 2 autres anciens employés avaient suivi son exemple, renforçant l'idée que l'incident du vol 142 n'était pas isolé, mais révélateur d'un comportement récurrent. Sous la pression de son conseil d'administration et de partenaires commerciaux, Laurent avait été contraint de démissionner de son poste de PDG, bien qu'il conservât une part importante dans l'entreprise. Laurent Immobilier, cherchant à sauver son image, avait lancé des réformes internes, mais le mal était fait. Son cours boursier avait chuté de 10% en 1 semaine. Pour Étoile d'Azur, les retombées avaient été à la fois périlleuses et prometteuses. Après une chute initiale de 15% de son action, la compagnie avait retrouvé une stabilité surprenante. Les réservations avaient grimpé en flèche, portées par une vague de soutien public, en particulier chez les jeunes générations et les communautés marginalisées. Le hashtag « À voleur avec dignité » était devenu un symbole de résistance contre les discriminations quotidiennes, et des clients, de Paris à Marseille, choisissaient Étoile d'Azur pour ses valeurs. De nouveaux investisseurs, dont un fonds dirigé par une femme d'origine sénégalaise, Aminata Diop, avaient remplacé Laurent Immobilier dans le projet de terminal à Nice, offrant des conditions plus avantageuses. Le projet, désormais en bonne voie, promettait 800 emplois locaux, un succès que Julien n'aurait pas imaginé au plus fort de la crise. Dans la salle de l'Assemblée, un député de la droite conservatrice posa une question redoutée. « Monsieur Dubois, ne craignez-vous pas que votre politique de tolérance zéro envers les comportements discriminatoires soit mal interprétée? Un passager pourrait-il être accusé à tort pour une simple plainte? » Julien, préparé, répondit avec calme. « Monsieur le député, notre politique, que nous appelons dignité d'abord, est claire. Nous distinguons les plaintes légitimes,
Un service lent, un bagage perdu, des comportements ciblant l'identité d'une personne. Nos employés, formés rigoureusement, savent faire la différence. Et nous ne sanctionnons pas sans preuve solide, comme l'ont montré les événements du vol 142. La présidente de la commission, une femme connue pour son engagement en faveur des droits humains, hocha la tête, visiblement impressionnée. Monsieur Dubois, votre compagnie semble avoir transformé une crise en une opportunité de changement. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos nouvelles initiatives? Julien saisit l'occasion pour détailler les réformes d'Étoile d'Azur. Nous avons lancé un programme de formation obligatoire pour tous nos employés, des agents au sol aux cadres, axé sur la reconnaissance et la gestion des biais implicites. Nous avons aussi créé un fonds de bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés, en particulier ceux d'origine africaine ou maghrébine, qui souhaitent faire carrière dans l'aviation. Enfin, notre protocole Dignité d'abord donne à nos équipes le pouvoir d'intervenir immédiatement face à des comportements discriminatoires, qu'ils viennent d'un passager ou d'un collègue. Il marqua une pause regardant Amélie et ses enfants. Ce n'est pas seulement pour nos clients. C'est pour que des enfants comme mes neveux et ma nièce grandissent dans un monde où ils n'ont pas à justifier leur présence dans un avion, un bureau ou une salle de classe. À la sortie de l'audience, une foule de journalistes attendait Julien. Une reporter de Libération l'interpella. « Monsieur Dubois, pouvez-vous commenter le règlement avec Monsieur Laurent ?» Le procès s'était conclu par un accord confidentiel favorable à Étoile d'Azur, qui incluait une obligation pour Laurent de suivre une formation sur les biais inconscients. Julien répondit avec diplomatie. Les deux parties ont trouvé un accord qui réaffirme l'importance du respect mutuel. Ce qui compte pour moi, c'est que notre compagnie continue de défendre la dignité pour tous. Ce qu'il ne mentionna pas, c'était la rencontre privée qu'il avait eue avec Laurent, quelques jours avant le règlement. Dans un café discret de Nice, loin des caméras, les deux hommes s'étaient assis face à face. Laurent, affaibli par les révélations d'Aïssa et des autres employés, avait tenté de se défendre. « Je ne suis pas raciste, Julien. J'ai juste mal choisi mes mots ce jour-là. » Julien, patient mais ferme, avait répondu. « Philippe, le racisme ne se mesure pas seulement à vos intentions. Ce sont vos paroles, vos actions et leur impact sur les autres qui comptent. Quand vous avez supposé que ma famille n'avait pas payé ses billets, vous avez jugé leur légitimité en fonction de leur couleur de peau. » Laurent, après un long silence, avait concédé. « J'aurais dû leur accorder le bénéfice du doute. » Ce n'était pas une transformation complète, mais un premier pas, fragile et imparfait. De retour à Paris, Julien retrouva sa famille dans leur maison de Montreuil, un havre de paix après des mois de tumulte. Ce soir-là, sur la terrasse, Amélie partagea une nouvelle surprenante. « J'ai été invitée à parler à l'école des enfants, Julien. Ils veulent discuter de ce qui s'est passé, dans le cadre d'un cours sur l'égalité. » Julien sourit, ému. « Et qu'est-ce que tu vas leur dire ?» Amélie réfléchit. « Que la dignité n'est pas négociable, mais qu'elle demande du courage, et que toi, tu nous as montré ce que ça veut dire. » Camille, qui écoutait, intervint. « À l'école, ils ont dit que t'étais un héros, oncle Julien. Mais il y a des gens sur Internet qui disent des trucs méchants sur nous. » Julien posa une main sur l'épaule de son neveu. « Camille, les commentaires haineux ne parlent pas de toi. Ils parlent de ceux qui les écrivent. Garde la tête haute, d'accord? » Lucas, plus sensible, ajouta. « Une fille m'a demandé si j'avais eu peur dans l'avion. J'ai dit que non, parce que tu étais là. » Inès, qui jouait avec une poupée, leva les yeux. « Moi, je veux être pilote comme toi, oncle Julien, pour que tout le monde soit gentil dans mon avion. » Julien rit doucement, mais le poids de ses mots le toucha profondément. Ses enfants, marqués par l'incident, avaient vu un homme noir utiliser son pouvoir pour défendre leur droit à exister sans justification. Ce n'était pas seulement une victoire pour Étoile d'Azur, mais une leçon pour la prochaine génération. Quelques jours plus tard, Sophie Garnier, désormais promue responsable du programme de formation anti-discrimination d'Étoile d'Azur, envoya un courriel à Julien. « Monsieur Dubois, je voulais vous informer que 3 autres compagnies aériennes françaises ont contacté notre équipe pour adopter notre protocole Dignité d'abord. Votre exemple fait des vagues. » Yaï.
André Lefebvre, le professeur de droit, avait également pris contact avec des législateurs pour proposer des amendements aux lois sur les transports publics, visant à renforcer les protections contre la discrimination. Ce qui avait commencé comme une confrontation personnelle était en train de redéfinir les normes de l'industrie. Sur le plan commercial, Étoile d'Azur prospérait. Le projet de terminal à Nice, désormais soutenu par Aminata Diop et d'autres investisseurs, avançait à grands pas. Les réservations restaient en hausse et la compagnie attirait une clientèle fidèle, séduite par son engagement envers l'inclusion. Même Pierre Martin, le directeur financier initialement sceptique, admit lors d'une réunion. « Julien, je me suis trompé. Nos valeurs ne sont pas un frein. Elles sont devenues notre atout. » Cette nuit-là, alors que Julien lisait un courriel d'un employé d'une compagnie concurrente, il sentit l'impact de son combat. « Monsieur Dubois, hier, un passager a fait un commentaire raciste sur mon vol. Pour la première fois, je ne me suis pas contenté de sourire. J'ai dit que ce comportement n'était pas toléré. Mon superviseur m'a soutenu. Merci de nous avoir montré qu'on peut changer les choses. » Julien relut le message, ému. Ce n'était pas une révolution, mais un mouvement. Des frontières avaient été tracées, des attentes avaient été élevées, et des voix, autrefois silencieuses, commençaient à se faire entendre. Le lendemain, Julien monta à bord d'un vol Étoile d'Azur pour Lyon. En s'installant en première classe, il remarqua un passager blanc saluer chaleureusement une famille maghrébine qui prenait place à côté. « Première fois en première classe ?» demanda-t-il avec un sourire. La mère, un peu hésitante, répondit « Oui, vous allez adorer », assura-t-il. « Étoile d'Azur, c'est le meilleur. » Ce moment, simple et fugace, était la preuve que les espaces pouvaient changer, que la dignité pouvait devenir la norme, non l'exception. Alors que l'avion décollait, Julien repensa à la question d'Inès. « Est-ce qu'ils vont prendre ton avion, oncle Julien ?» Non, personne n'avait pris son avion. Au contraire, il avait aidé à construire un ciel où chacun pouvait voler avec dignité. Et cela, il le savait, valait tous les combats. L'histoire de Julien Dubois et de sa confrontation avec Philippe Laurent dans la cabine première classe d'Étoile d'Azur est bien plus qu'un simple incident aérien. Elle est une parabole moderne sur le courage, la dignité et la responsabilité de défendre ce qui est juste, même au prix de sacrifices. En tant que Français, nous valorisons les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais cette histoire nous rappelle que ces principes ne sont pas automatiques. Ils exigent des actes concrets, parfois risqués. Julien, en tant que PDG noir dans un monde où les préjugés persistent, incarne une figure de résistance qui résonne profondément dans une société française encore marquée par des tensions liées à la race et à la classe sociale. Sa décision de ne pas céder face aux menaces de Philippe, malgré les enjeux financiers, illustre une vérité universelle. La dignité humaine n'a pas de prix. Ce choix, bien qu'il ait mis en péril des contrats majeurs, a transformé une crise en un mouvement pour l'inclusion, montrant que les valeurs peuvent devenir une force, même dans le monde des affaires. Pour nous, dans la vie quotidienne, cette histoire enseigne plusieurs leçons. D'abord, elle nous invite à reconnaître les micro-agressions, ces remarques ou attitudes subtiles qui marginalisent autrui, et à oser les confronter, même dans des contextes où le silence serait plus confortable. Comme Julien, nous devons apprendre à choisir nos batailles, non pas pour éviter le conflit, mais pour défendre ce qui compte. Ensuite, l'histoire souligne l'importance de l'exemple pour les générations futures. Les enfants d'Amélie, Camille, Lucas et Inès ont vu leur oncle défendre leur droit à exister sans justification, une leçon qui les marquera à vie. Dans nos propres cercles, que ce soit en famille, au travail ou dans nos communautés, nous devons incarner des valeurs d'égalité pour inspirer ceux qui nous entourent. Enfin, l'impact des actions de Julien, amplifié par les médias et les réseaux sociaux, nous rappelle le pouvoir collectif. Une voix peut déclencher un mouvement, surtout lorsqu'elle est soutenue par d'autres, comme Claire, Sophie ou Aïssa. Dans la culture française, où le débat public et l'engagement citoyen sont valorisés, cette histoire nous pousse à réfléchir. Comment agissons-nous face à l'injustice dans nos propres vies? Avons-nous le courage de parler, même lorsque cela peut nous coûter cher? Appliquer ces leçons, c'est oser dire non aux préjugés, soutenir ceux qui sont injustement ciblés et construire des espaces
qu'il s'agisse d'un avion, d'un bureau ou d'un quartier, où chacun se sent légitime. Si cette histoire de courage et de dignité vous a touché, prenez un moment pour liker cette vidéo et la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui montrent que changer le monde commence par un seul acte de bravoure. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû choisir entre le silence et la justice? Partagez votre expérience, car vos histoires peuvent inspirer d'autres à agir. Ensemble, faisons de la dignité une réalité pour tous.